J'ai partagé les compétences. D'accord, c'est bon. OK. Voilà, donc on travaille sur l'universalité de l'Internet en Côte d'Ivoire, un sujet qui a été largement abordé hier. Donc, je vais revenir sur un certain nombre de points parce que vous êtes les conseillers de cette étude et vous devez avoir une meilleure connaissance de l'étude que monsieur tout le monde. Donc, on va dans un premier temps revenir sur le projet. Ensuite, on parlera du conseil. Peut-être, et ensuite on discutera sur un certain nombre de points qui concernent peut-être la démarche méthodologique et la façon dont on va travailler ensemble. Donc, le projet, c'est un projet de l'UNESCO qui est relatif aux indicateurs de l'UNESCO sur l'universalité de l'Internet. Donc, il s'agit là d'un cadre qui a été mis en place pour pouvoir évaluer la complexité de l'environnement numérique, pour pouvoir faire un certain nombre de constats sur le développement du numérique dans le pays et à partir de ces constats, faire un certain nombre de recommandations, l'objectif étant que le numérique puisse contribuer au bien-être de tout le monde, que chacun puisse en profiter. Donc, en gros, ce qui est attendu de l'étude, pour être un peu plus précis, c'est qu'à la fin, nous arrivions à présenter une compréhension qui soit claire et très concrète de l'environnement et des politiques nationales de l'Internet en Côte d'Ivoire. Il faut également que nous nous appuyions sur les 109 indicateurs qui ont été mis en place par l'UNESCO, qu'on appelle ROAM-X en anglais et DOAM-X en français, qu'on arrive à analyser les recommandations politiques, à mettre en place plutôt, à élaborer les recommandations politiques, mais avant cela, il faut qu'on puisse toucher les différentes lacunes, s'il en existe, ou qu'on puisse voir ce qu'on pourrait encore améliorer pour aller encore un peu plus loin, et en fonction de ça, mettre en place un certain nombre de recommandations. Et quand on parle de recommandations, il ne s'agit pas uniquement des recommandations à l'endroit du gouvernement, parce que Internet concerne tout le monde. Donc, les recommandations peuvent être adressées, bien entendu, au gouvernement. Il y aura des recommandations qui seront adressées aux professionnels, comme les opérateurs de téléphonie, par exemple, ou aux professionnels. Mais il y aura aussi des recommandations qui seront adressées à la société civile, parce que si on veut développer le numérique dans le pays, la société civile a aussi son rôle à jouer. Et donc, une fois que ce travail sera fait, le rapport sera rédigé et adopté. On mènera un certain nombre d'actions aussi pour pouvoir promouvoir cette étude, pour pouvoir promouvoir ce rapport pour qu'un plus grand nombre puisse s'imprégner de cette discussion et puisse se saisir des recommandations qui ont été faites de façon à pouvoir les mettre en action. Voilà en gros l'objectif de cette étude. Ça paraît ramassé comme ça, mais en fait, c'est une grosse responsabilité. C'est un bon travail qui peut aller dans tous les sens. Donc, il va falloir cadrer aussi un peu, puisqu'on n'a pas la possibilité de tout faire. Il y aura certainement des insatisfaits, parce qu'il y a des points qu'on ne pourra pas toucher. Mais on va essayer de faire du mieux possible. Et donc, c'est à vous, en tant que conseiller, de nous orienter aussi vers les points qui seraient les plus intéressants à aborder. Donc, la structure sur laquelle on va s'appuyer s'appelle DOAM-X. D-O-A-M-X.
MX. Le D, ça veut dire droit, mais avant de... La musique vient d'où? Bon, ok. Donc, c'est l'ordinateur qui... Peut-être qu'on va déplacer le téléphone, c'est peut-être le téléphone de la dame qui... C'est bon. Voilà, donc en gros, ces indicateurs en question, ces DOAMX ont été mis en place à partir d'un certain nombre de travaux. Hein. Ce n'est pas sorti comme ça. Il y a eu des ateliers régionaux qui ont été mis en place. C'est un processus qui dure depuis 2017. Il y a eu beaucoup de réunions. Et il y a des tests qui ont été menés au Brésil, des pré-tests au Brésil, en Équateur, au Nigeria, au Pakistan. Et tout cela a été affiné au fil des ans. Et il y a quelques rapports qui ont déjà été publiés. Le premier a été le rapport du Sénégal, mais c'est un rapport partiel. C'était comme un petit peu comme un test. Prenez place, s'il vous plaît. Mais le rapport le plus complet qui a été publié a été celui du Bénin. C'est moi qui ai coordonné ce rapport. Il y a aussi le rapport du Kenya qui vient d'être publié. Il y a un rapport qui a été publié sur le Brésil. Actuellement, on est en train de travailler sur un rapport sur la France qui n'est pas encore terminé, un rapport sur l'Allemagne, un rapport sur la Tunisie et un rapport sur le Niger. Voilà, donc c'est à la suite, c'est donc dans cette liste-là que vient s'inscrire la Côte d'Ivoire, qui emboîte donc le pas de cette dynamique. Donc la Côte d'Ivoire démarre quasiment, enfin, la Côte d'Ivoire démarre un petit peu avant le Ghana. Je pense que le Ghana, ça n'a pas encore démarré, mais il est prévu également que cette étude puisse être menée au Ghana. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs indicateurs qui existent. Au total, ils ont mis en place 303 indicateurs, mais ils considèrent que sur les 303 indicateurs, il n'y a que 109 indicateurs qui sont fondamentaux. Donc, et puis, si on veut faire un travail sur 303 indicateurs, c'est peu compliqué. Donc, généralement, on se concentre sur les 109 indicateurs en question pour pouvoir mener des études pays. Et ces 109 indicateurs sont répartis dans 5 catégories, D, O, A, M, X. Et c'est au total 124 questions auxquelles nous aurons à répondre. Donc, dans ces 24 questions, il y a des questions qui concernent, voilà ce que vous pouvez voir sur le slide. Donc, pour revenir sur le DOAMX, donc vous voyez bien, D, ça veut dire droit, O, ça veut dire ouverture, A, ça veut dire accessibilité, et M, ça veut dire participation multi-acteurs, et au milieu, donc, le X, qui signifie la transversalité, c'est-à-dire on va essayer de voir quelles sont les incidences du numérique auprès des enfants, auprès des femmes, au niveau du développement durable. Voilà, en gros, les différentes questions. Alors, si on veut aller plus loin, on va se rendre compte, par exemple, qu'au niveau du droit, on va parler de la question de la liberté d'expression. On va parler du cadre politique et juridique et réglementaire. On va parler du droit à l'accès à l'information. On va parler des droits socio-économiques et culturels. On va parler de la vie privée. On va parler de la liberté d'association. Donc, c'est le travail sur lequel se concentre notre collègue, professeur Banogo, de l'université de Bouaké. Et donc là, il s'agit d'aller voir tout ce qui existe sur le côté réglementaire, mais aussi discuter pour voir si l'application est bien réelle, parce que les lois peuvent exister, mais avoir des lois, c'est une chose,
Et les appliquer aussi, c'est une autre chose. Et si les lois existent, est-ce que ces lois sont adaptées avec les évolutions actuelles du numérique? Est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer? Donc, il n'y a pas que la question des lois, il y a le cadre juridique, mais il y a aussi le cadre institutionnel qui peut être amélioré. Ensuite, il y a la question de l'ouverture. On ne change pas de votre côté, mais... Alors, donc au niveau de l'ouverture, il y a... Ah, je suis plus connecté. Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend. En tout cas, je vous entends. D'accord, ma connexion est partie. On vous entend, on vous entend. D'accord, ok. Donc, au niveau de l'ouverture, on a la question donc, des données ouvertes qui va être traitée. Pardon, j'arrive plus à partager. Ok, c'est bon, je peux partager un peu. Voilà, justement, donc tu parlais de l'ouverture. Donc là, on va traiter des questions sur les normes ouvertes, des questions sur le marché ouvert, des questions sur le contenu ouvert, voilà, tout ce qui concerne les logiciels libres, tout ce qui concerne la question des données actuellement, qui est considérée comme le pétrole du XXIe siècle. Donc, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ces thématiques-là auxquelles on va effectivement répondre. Ensuite, on a l'accessibilité. Donc là, on nous demande de trouver beaucoup de statistiques sur les taux d'accessibilité, sur la pénétration, sur le nombre de personnes qui sont connectées sur Internet, la répartition entre les hommes et les femmes, des questions sur les coûts. Journalists and scientists and other type of activities and Manuel. write an article that can attract and how to make Emmanuel, pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? more best images, videos, and photos, and how to talk in public, how to catch the public when you talk about that. So, this training, if you take it, something. Oui, moi je peux pas, je suis pas modérateur, mais en principe, le modérateur peut former son micro. Only training to others, but also doing research in that area. I'm coming back to my question. Emmanuel. I propose myself. Emmanuel. Me too. Atu. Itu Awa. Atu. Voilà, donc, oui, c'est mieux. Ok, donc ici, on a des questions sur les coûts, également sur l'existence des contenus en langue locale. Voilà, donc on va répondre à ces questions. Et il y a la question de la participation multi-acteurs aussi, qui est importante. Où est-ce que j'en suis? Voilà, donc là aussi, à chaque fois, il y a le cadre juridique qui est interrogé. Et on a beaucoup de questions sur la gouvernance nationale de l'Internet, savoir si les décisions politiques sont prises en concertation avec les acteurs du numérique, savoir si les associations du numérique sont bien soutenues, si il y a par exemple un forum de la gouvernance d'Internet qui existe. Ce forum participe également aux manifestations internationales.
savoir si au niveau du FGI, il y a des femmes qui sont à des postes de responsabilité. Donc, on a un certain nombre de questions de ce genre. Et enfin, le X. Donc, comme je le disais, on va essayer de mesurer les incidences du numérique au niveau des enfants, au niveau du genre. Donc là, c'est surtout les questions de la protection des enfants, les questions de genre, les questions de la sécurité aussi qui sont posées, la question du développement durable, est-ce qu'il y a une politique mise en place pour, par exemple, récupérer les déchets électroniques. Donc, il y a des petites questions comme ça, donc sur lesquelles nous allons travailler. Voilà, en gros, présenter un petit peu le travail que nous faisons. Sur la mise en œuvre donc, des indicateurs, on va se baser sur un conseil consultatif multipartite. Donc, vous faites partie de ce conseil-là qui va orienter l'étude, qui va faire dialoguer avec nous pour voir s'il y a des erreurs, si nous allons dans la bonne direction ou pas. Et c'est ce conseil consultatif qui va prévalider l'étude de rapport avant une validation plus ouverte, plus globale, parce qu'on considère que le jour de la validation, tout le monde peut venir, même si on n'est pas invité. Alors, donc, ce conseil doit être composé d'experts. On nous conseille également d'avoir une parité, d'avoir la parité, mais ce n'est pas évident. Pourtant, on est aujourd'hui le 8 mars, le jour des femmes. On essaie de faire des efforts dans la composition pour avoir effectivement cette parité, mais on n'y arrive pas toujours. Donc, l'idéal aurait été que le conseil soit paritaire à ce niveau-là. Donc, il doit être composé des entités gouvernementales, donc notamment les organismes de réglementation, le ministère qui élabore des politiques. On doit y avoir des universitaires, on doit avoir la communauté technique, on doit avoir le secteur privé, on va avoir des journalistes. La société civile également. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a essayé de constituer ce conseil hein, en essayant de faire venir des personnes de différents horizons pour qu'on puisse croiser nos regards et qu'on puisse avoir une vision plus variée. Donc, je rappelle ici que le conseil, en fait, son objectif, ce n'est pas de venir dire que, bon, le gouvernement fait mal et les représentants du gouvernement ne sont pas là pour défendre le gouvernement. Mais il y a une seule chose à observer ici, c'est le développement du numérique, c'est l'Internet comme objet. Et l'idée, c'est simplement voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui ne marche pas bien et comment est-ce qu'on devrait faire pour pouvoir améliorer. Donc, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas du militantisme, mais on essaie d'avoir tous un regard objectif, consensuel, pour essayer d'aller de l'avant. Donc, le rôle du conseil multipartite en question va être donc de renforcer la qualité du travail qui sera fait. Bon, le travail sera fait, on va le lire ensemble, on va discuter les tournures, on va voir ce qui ne va pas. On ne peut pas rédiger un rapport à 20 ou à 30, donc il y a forcément des personnes qui vont rédiger une mouture et ensuite on va en discuter. Donc, les membres du conseil s'engagent effectivement à examiner le rapport en question. Il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écarter des résultats ou d'essayer d'influencer pour orienter vers une direction donnée.
mais on est là pour examiner les faits de façon le plus objective possible. Voilà, donc on va beaucoup se reposer sur vous aussi, parce que dans vos différents domaines, vous êtes également vous avez des possibilités, vous avez des données, vous avez des pistes à suggérer quand on sera en panne au niveau d'un certain nombre de statistiques, au niveau d'un certain nombre d'informations, on se retournera vers vous. On a déjà commencé d'ailleurs à travailler avec notre collègue en face sur les questions, par exemple, des personnes à besoin spécifiques pour recueillir un petit peu les avis. On a déjà interrogé notre collègue de TIC et femmes aussi pour essayer de comprendre la question de l'accès des femmes dans le domaine numérique, le nombre de femmes qui occupent des postes de responsabilité, donc on a besoin de toutes ces informations. Donc, il est clair que les membres du conseil consultatif ne sont pas rémunérés, mais leur contribution, leur nom apparaissent dans le rapport. Il y a un rapport international. Il y aura donc dans le rapport les noms des membres du conseil consultatif. Voilà. J'ai beaucoup parlé, peut-être avant d'aller encore plus loin, il y a peut-être des réactions. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez que je revienne? Ou est-ce que je vous ai tellement assommé que vous commencez à somnoler? Non. Voilà en gros ce qui va. En ligne, est-ce qu'il y a des réactions pour quelqu'un qui souhaite réagir en ligne? N'hésitez pas. Hein, Emmanuel, vous souhaitez réagir? À mon niveau, non, pas vraiment. Voilà, comme vous le faites déjà, vous partagez l'information quand il y a une activité. Ça me permettra de participer aussi aux ateliers qui seront faits, de sorte à ne pas intervenir à la fin du processus. OK, très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, mais pense à fermer ton micro de temps à autre. Merci. Alors, donc là, on va faire circuler une liste de présence, déjà. Comme ça, on pourra avoir les coordonnées de tout le monde pour que l'information puisse circuler. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment on travaille. On a créé un drive. Et donc, dans ce drive, je vais partager un peu. Voilà, donc dans ce drive, on a commencé à rassembler toutes les informations nécessaires. Et donc, on a commencé à mettre en place des dossiers
Et donc, si vous avez des documents importants qui pourraient être intéressants pour nous, vous pouvez nous les envoyer. C'est des documents qui peuvent toucher les aspects liés au point M, au point A, au point D. Là, par exemple, pour le droit, on a commencé à rassembler un certain nombre de lois qui existent dans le domaine du numérique en Côte d'Ivoire. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous ces éléments avant de commencer de rédiger, de bien nous imprégner de ces questions-là. Et une fois qu'on aura terminé avec la question droit, on va organiser une réunion principalement peut-être avec avec le conseil quand même, mais on invitera des spécialistes. On invitera donc des spécialistes du droit, des juristes qui vont également avoir leur regard sur le travail qu'on aura fait. Donc, dans le domaine de l'accessibilité aussi, on a commencé à avoir un certain nombre de rapports. On a déjà identifié un certain nombre de bases de données, beaucoup de bases de données, donc ça c'est un travail qui a déjà été fait. Donc c'est le travail qu'on fait repose sur beaucoup, en grande partie sur des recherches sur des bases de données internationales. Donc on a sur le concept d'universalité, on a un certain nombre de documents qui existent. Les indicateurs, on sait également, la méthodologie, après si on va sur les indicateurs contextuels, il y a une partie, on doit mettre les indicateurs contextuels, le PIB de la Côte d'Ivoire, le taux d'électricité, la couverture électrique, des choses comme ça. Donc là aussi, on a les données sur la scolarisation, on a des bases de données internationales sur lesquels on a tous ces éléments. Et si jamais on ne trouve pas, mais notre démarche est que nous prenons ces données-là, effectivement, nous les utilisons, mais quand on a des données locales, la priorité va aux données locales. Et nous gardons les données des bases internationales quand les données locales ne sont pas présentes. Et dans beaucoup de cas, les données locales ne sont pas du tout présentes. Donc, on a mais là, on est sur la catégorie droit, donc là aussi, on a un certain nombre de sites Internet sur la liberté d'expression. On a un certain nombre de rapports qu'on peut examiner pour voir quelle est la situation de la Côte d'Ivoire sur la question de la liberté d'expression, sur la question du droit d'accès à l'information, sur la question du droit au respect de la vie privée, en sachant que ce sont des données internationales, donc il faut les confronter après aux réalités locales. On va avoir, par exemple, on va avoir besoin de savoir le nombre de DEMSEC en Côte d'Ivoire, de domaines sécurisés. On a des questions très techniques comme ça, le nombre de CCLTDS qu'on doit avoir également, le nombre de personnes qui fréquentent les médias sociaux en Côte d'Ivoire. Et ça va juste là, en fait, les questions qu'on nous pose. Voilà présenter la façon dont on travaille. Alors, je vais vous montrer également quelques questions qu'on nous pose de façon plus précise. Donc là, il s'agit de la trame du travail qu'on va faire. J'ai dit qu'il y avait 124 questions, on ne va pas survoler les 124 questions, mais ouais, bon, ça c'est des petites choses qu'on a commencé à remplir. On va nous demander par exemple la perception des parties intéressées. Alors, il faut commencer par là.
Donc, à chaque fois, on a un indicateur. L'indicateur, c'est l'octroi de permis et l'allocation des ressources essentielles, y compris le spectre, sans qu'il soit transparent, flexible, neutre à l'égard des technologies et services non restrictifs et non discriminatoires. Donc, on n'a pas de questions de ce genre. Et pour cette question, on a, pour cet indicateur, on a des questions. Donc là, on va avoir deux questions. Essayer de voir s'il y a des dispositions juridiques qui existent et voir la perception des parties intéressées par cette question-là. Donc, du coup, généralement, on commence à aborder un certain nombre de choses avant de discuter avec vous. On a une autre question, par exemple. Le système de nom de domaine est-il géré de manière indépendante? Et là, on va avoir deux questions par rapport à ça. Donc, il y a un premier point sur lequel on doit travailler, c'est l'indépendance des bureaux d'enregistrement de nom de domaine et dispositions juridiques. Et l'autre question, l'autre demande qu'on nous fait, c'est de trouver la proportion des enregistrements de domaine du pays sous CCTLD. Et là, vous avez vu que je vous ai montré tout à l'heure une base de données où on pourra trouver ces informations-là, on va les prendre. Et ensuite, on va demander aux spécialistes du pays pour savoir si ça correspond à la réalité ou pas. Voilà. Bon. Il y a beaucoup de rapports, comme je disais, qui existent déjà en Côte d'Ivoire qui nous aident au niveau. On a beaucoup exploité les rapports de l'ARTCI, donc il y a beaucoup de choses qui ont déjà été, que vous pouvez voir ici, qui ont été rédigées, mais mon ordinateur bloque. Je peux plus aller plus bas. OK. Voilà, je pense que je vais parler toute seule pendant 50 minutes. Et peut-être le moment de... Si vous avez des questions, des échanges, vous voulez aussi des précisions sur ce que vous fait. C'est une réunion d'échange, voilà, de prise de contact, certes, mais d'échange sur le projet qui sera développé. Donc, c'est la première réunion et ce ne sera pas la dernière. Décembre, voilà, donc nous allons prendre le contact, on va échanger au fur et à mesure de la progression du projet. Mais là, déjà, si vous avez des questions, on peut discuter. Ou si aussi vous pensez, vous êtes plus à l'aise par rapport à un point où vous pourrez apporter votre expertise. Vous pouvez vous positionner aussi. Je parlais tout à l'heure de la gouvernance d'Internet et je sais que par rapport à la gouvernance d'Internet, on va beaucoup s'appuyer sur le RGI, par exemple. Il y a les questions de perception, de satisfaction des utilisateurs d'Internet. On va peut-être beaucoup s'appuyer sur la COTELSI, qui est l'association des consommateurs des télécommunications, par exemple. Il y a des questions qui sont liées aux entreprises, par exemple. Les questions qui sont liées aux entreprises, ben là, on va certainement s'adresser à madame pour pouvoir trouver des réponses là-dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on va peut-être s'organiser. Oui. Merci, professeur. Je suis M. Autant Fabio de l'ANG, l'Agence ivoirienne de gestion de fréquences radioélectriques. Je suis enchanté d'être invité à participer à ce projet. Je vois qu'il a déjà commencé, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été déjà annoncés. Et pour notre part, l'ANG, c'est hier que nous avons été invités. Aujourd'hui, c'est la première. Je m'attendais surtout parce que le projet que vous avez commencé, c'est en 2015 déjà avec l'UNESCO. Pardon? C'est un projet qui a été initié depuis 2015 à l'UNESCO. 2017. Les tests ont commencé en 2017. En 2017. Et
Et pour moi, mes attentes pour cette réunion-là, comme c'est la première fois, je m'attendais à plus de détails sur la méthodologie de travail. Sur la méthodologie de travail, effectivement, vous avez fait un premier jet, vous avez continué, vous avez parlé de ce qui a été fait, le framework qui a été utilisé pour les questions et tout ça. Et c'est vraiment confortable de vous le donner sur la méthodologie et comment ça se passe. Merci. D'accord. Moi, j'aurais une préoccupation. Oui. Justement, vous avez dit par rapport à. Vous avez essayé de séquencer un travail. En telle partie, on passe comme ça, telle partie prenante, peut-être. Le problème, c'est qu'il y a certaines parties prenantes qui sont concernées par différentes parties. Alors, comment vous allez bien pour les savoir? Par rapport à nous, par rapport à vos interlocuteurs, comment vous ferez pour savoir si elles se passent sur plusieurs points? C'est la première des choses. Et puis, le second point, c'est par rapport au choix de l'association de consommateurs qui interviennent dans le secteur des télécoms et de la RTCI, je crois, travailler avec plusieurs. Et donc, la RTCI sera la même de les impliquer, parce que je ne sais pas de quelle base vous avez choisi celle que vous avez citée. Voilà. Monsieur Gertrude René-Louiret de l'Union nationale des entreprises de télécommunications et je vous explique. Merci. Oui, je pense que votre contribution est très intéressante. C'est d'ailleurs pour cela qu'on vous invite pour pouvoir nous orienter davantage et pour qu'on évite des erreurs. Surtout moi qui ne suis pas de la Côte d'Ivoire, vous connaissez mieux le pays que moi. Comment on a fait pour la Côte-Elsie? On est allé sur Internet. On a cherché des associations de consommateurs et on est tombé sur plusieurs associations et on a cherché les contacts. On a trouvé les contacts de cette association, mais pas les contacts de votre association. Ça, c'est une démarche qu'on a. Ensuite, la deuxième démarche qu'on a faite, c'est que quand au moment de la constitution du conseil, par exemple, on a travaillé avec le ministère en leur disant on a besoin de tel profil, tel profil. Est-ce que là, vous avez des personnes à nous proposer? Est-ce que là, vous avez... Parce que nous, on a trouvé ces gens-là, mais si vous avez d'autres à nous proposer, faites-nous vos propositions. Donc, c'est comme ça qu'on a enrichi le conseil en question. Mais si vraiment il y a d'autres associations de consommateurs, nous serons heureux qu'ils puissent participer avec nous à ce conseil. Ça pourra diversifier les regards. Ça permettra aussi le fait qu'il y a des associations qui peuvent avoir une certaine orientation. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mixer tout cela. Votre contribution est très positive et on compte sur vous pour nous mettre en relation avec. Non, moi, je ne penserais pas tout simplement parler à la PCI qui est justement en charge de cette question. Donc, pouvoir vous donner l'association. On a dans le conseil deux collègues de la RTCI avec lesquels nous sommes. Merci beaucoup. Sur la question de la méthodologie. Ah, pardon? Je n'ai pas compris. Ah, d'accord, ok. Mais moi, j'ai déjà arrêté le partage. C'est pas moi qui partage. Là. Également, je crois que j'étais pour les articles, pour les lois, décrets et moi, je me suis jamais de me rapprocher du métier. Le ministère en charge du travail,
rapprocher, parce qu'il y a eu des assises du numérique. Pendant ces assises, on a travaillé, on a fait un recensement déjà de tout ce qu'il y avait comme loi, décret et tout sur le secteur. Il vous donne la liste, ça vous permettra, soit il vous donne la liste, soit il vous donne aussi des articles, les textes de loi concernés. Oui, bien sûr. Il y a Ce travail a été fait en janvier dernier, donc je pense qu'il est plutôt exhaustif. sur le C'est site. sur le site de la RPCINSP, on a fait un travail de recensement. Pour les assises du numérique, on a fait un travail de recensement. C'était d'ailleurs ça en janvier. On a fait ce travail de recensement des lois, donc on a écrit ce qu'il y a de tous les textes de loi, décrets qui régissent ce secteur. Oui, bien sûr. Et donc, la liste, vous pouvez l'avoir, et puis les articles aussi, vous pouvez les avoir, mais ce que je dis, c'est que les articles qui sont, ce qui est disponible sur le site de l'RPC n'est peut-être pas complet. Oui, je pense que, en fait, le travail est en C'est train. juste une recommandation. Non, mais. Oui, bien sûr. Non, mais on en tient compte, mais le travail n'est pas achevé. Il vient à peine de commencer. Et en fait, il y a ce qu'on appelle la recherche exploratoire. Donc, quand on fait une enquête, avant d'aller sur le terrain, il faut d'abord faire, avant d'aller rencontrer, par exemple, un journaliste pour mener un entretien, il faut déjà faire des enquêtes, se renseigner sur le domaine avant d'aller. Donc, ce que nous avons fait là, au niveau des lois, ce qu'on pourrait appeler une enquête exploratoire. On s'imprègne de ce qu'on peut trouver déjà. Comme ça, quand on va rencontrer la personne, on sait réellement de quoi on a besoin. Ce n'est pas la peine d'aller lui demander des choses qu'on peut trouver sur Internet. Donc, on fait d'abord un premier travail de fouille. Et une fois qu'on a stabilisé cela, en plus, la collègue qui s'occupe de cet aspect droit est logée sur place, ici en Côte d'Ivoire. Donc, elle prendra le temps nécessaire pour aller rencontrer les collègues du ministère de l'économie numérique pour pouvoir avancer dans cette recherche-là. Dans toutes les façons, dès le départ, notre idée, c'est qu'on doit travailler en partenariat avec l'économie, avec le ministère. Le lancement, on l'a organisé avec le ministère. La suite du travail aussi va se faire avec le ministère. Pour l'instant, on n'a pas encore eu des réunions de travail sur le contenu. On a eu des réunions de travail pour l'organisation du lancement. Et maintenant que c'est lancé, on va travailler avec eux. Mais nous, on ne voulait pas attendre le lancement pour commencer à travailler. On a commencé déjà à fouiller. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sur la question de la méthodologie, il y a, je pense, plusieurs méthodes qui sont possibles. Mais ce qui a été important pour nous aussi, c'est la faisabilité. Donc, en gros, on essaie de voir ce qui est possible en rapport des moyens dont on dispose. Donc, à partir de là, on se dit, on ne va pas se lancer dans des enquêtes de terrain, dans des enquêtes grand public. On n'en a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ressources nécessaires. Donc, ce qu'on va faire, en fonction des moyens dont on dispose, c'est de faire d'abord de la collecte de données, donc de la recherche documentaire, et ensuite, on va faire de la recherche qualitative en ayant des entretiens avec des sachants, avec des experts du numérique, pour qu'ils puissent nous donner les éléments nécessaires pour compléter notre parcours. Donc, on va s'arrêter à ça. L'idéal aurait été, quand on demande d'avoir la perception des Ivoiriens sur tel problème, ben, c'est de mener une enquête grand public sur toute la population ivoirienne. Mais ça, on ne pourra pas le faire. Donc, on a aussi des limites de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez savoir, ce que vous attendez dans votre question, s'il y avait d'autres. Bon, peut-être que c'est un peu trop tôt, mais ma question était liée à l'organisation de l'action que nous allons avoir
D'accord. Voilà, de sorte à identifier effectivement, les inputs que nous devons faire et puis comment est-ce qu'on les planifie. Peut-être que ça veut dire une autre réunion. C'est pourquoi j'ai posé la question pour voir comment est-ce que nous pouvons faire. Il y a eu un document qui a commencé. Est-ce que c'est ce document qu'on enrichit? Est-ce que, comment est-ce que c'est cette organisation? D'accord, oui. En gros, en fait, vous avez constitué une équipe de rédaction. Il y a 4 personnes dans cette équipe de rédaction. Chaque personne a en charge une partie. Partie droit, c'est une personne. Une partie accessibilité, c'est moi. Partie multi-acteur, c'est moi. La partie X, c'est une collègue, Madame Touré, qui n'est pas là, qui s'en occupe. La partie ouverture, c'est un autre collègue qui s'en occupe. Après, moi, je fais l'introduction, je fais la conclusion. Après, il y a une partie contextuelle que je rédige aussi. Et le ministre rédigera l'avant-propos et le directeur de l'UNESCO rédigera une autre partie. Voilà, en gros, ça, c'est le travail de rédaction. En fait. Donc, en fonction des questions qui sont posées, puisque les questions, ce n'est pas nous qui les avons choisies, les questions sont déjà identifiées par l'UNESCO. Donc, chacun doit trouver les éléments nécessaires qui sont nécessaires par rapport à ces questions-là. Voilà. Donc, avec le conseil, nous avons une première réunion pour faire le point, pour faire connaissance déjà, expliquer l'étude. Ensuite, on va attendre d'avancer un petit peu, de mener nos entretiens. De temps à autre, si on a des difficultés, on va s'adresser à des personnes individuellement. Et une fois que ce travail sera fait, on ne va pas attendre que le travail soit vraiment mieux. On va organiser une deuxième réunion avec le conseil. Et là, on va dire, par rapport à la question du droit, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va amorcer une première phase de discussion. Et vous allez faire des amendements. On va aller faire les amendements en question et on va revenir vers vous. Et donc, on va procéder comme ça jusqu'à ce que le travail soit parfait. Et quand le travail sera parfait, on va faire une séance de pré-validation et ensuite une séance de validation, mais la validation sera faite par le ministère de l'économie numérique, pas par nous. Voilà. Donc, nous, on va commencer le travail, mais ça sera validé par les autorités politiques, tout en sachant que ça reste un travail scientifique et qu'il y a un certain nombre d'éléments, de faits qui sont scientifiques, qui ne seront pas modifiables. Alors, donc je vois qu'il y a beaucoup de collègues qui nous donnent déjà des ressources en ligne, donc c'est à ça aussi que sert cette discussion. Cyriac a levé la main. Oui, professeur. Non, j'écoutais religieusement tout ce que vous étiez en train de dire. Ma question se situe au niveau des rapports ou bien des informations qu'on prend. On peut aller jusqu'à quelle année antérieure, vu que nous sommes en 2012, pour que l'étude reste vraiment assez récente, on peut aller jusqu'à quelle année? Donc, c'était ça ma question. Ah, oui. Bonne question. Généralement, on prend les données les plus récentes. Sur le plan des statistiques, on va prendre les données les plus récentes. Et quand on n'a pas de données récentes, par exemple de 2022, ben on va passer à l'année précédente. Voilà, on va prendre la dernière donnée qui existe. Mais c'est assez embêtant parce qu'il y a des données qui n'ont plus de sens après quelques années. Et nous avons dans le rapport la possibilité, le droit, nous le faisons souvent aussi,
de dire que les données demandées n'existent pas. Voilà. Ça, c'est vraiment à nous à apprécier. On n'a pas de restriction à ce niveau-là. On va essayer de choisir les données les plus récentes, tout simplement. Mais je pense que généralement, on essaie de rester, on descend peut-être jusqu'en 2017, 2016, ça dépend de données. Généralement, on s'arrête là quand même. C'est bon, Kyliac? On ne vous entend plus. Y a-t-il d'autres réactions? Ok, il n'y a plus de réaction. Bon. Mais on va peut-être repartir sur la phase de proposition. Monsieur, par exemple, J'ai partagé les deux études là sur le chat. Que je prends en fait. Une relativement récente de la Banque mondiale. D'accord. Et Calcul Assessments. Et un peu voir ça couvre différents sujets, mais je pense que une section avec sur les usages, la GSM comment fixer les usages. L'initiative Mobile Protocol. Et ils ont un programme qui s'appelle Code. Ça s'intéresse à un usage spécial. Probablement un sujet. Justement, comme vous êtes spécialiste de la question, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y a pas de code du numérique en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on a des articles des lois qui sont un petit peu éclatés, mais qui ne sont pas regroupés au sein d'un code? C'est vrai que c'est une tendance qui c'est Bénin qui a un peu ouvert mal avec un code. Je pense que ce soit une question. C'est une approche louable. Je ne reçois pas M. Jean-François en ligne. M. Jean-François, je ne vous reçois pas, M. Jean-François. Je suis peut-être un peu loin du micro, je vais essayer de forcer la voix alors. Voilà, donc si vous pouvez vous rapprocher un peu du micro, ça nous fera plaisir. Merci. Oui. Je pense que c'est hausse un peu la voix, ça pour un peu. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Très bien, 5 sur 5, ça va maintenant. Super. Non, je disais que le Bénin était vraisemblablement un des premiers pays de la sous-région à consolider donc, les différents morceaux de législation dans un code du numérique. C'est en effet une démarche louable, mais j'ai
n'ai pas vraiment envie de donner un avis tranché sur la question. Je pense que ce qui est important, c'est que les dispositions soient pertinentes et qu'elles soient cohérentes. Donc, en effet, la codification, c'est une façon de pouvoir assurer cette cohérence à travers différents pans du droit. C'est pas l'unique. Je pense que parfois, ça devient souvent un grand chantier quand on veut reprendre tous ces aspects, toutes ces dimensions en même temps. On sait que ces projets législatifs sont des projets un peu au long cours. Et donc, parfois, il peut être aussi pragmatique de s'attaquer à différentes dimensions séparément et avoir des processus qui courent en parallèle tout en restant coordonnés. Je pense qu'il y a aussi des besoins qui ont été identifiés autour de la protection des données personnelles en Côte d'Ivoire. La cybersécurité, la Côte d'Ivoire a pris une forme de leadership il y a quelques années. Il y a vraisemblablement là aussi des choses qui ont évolué. Mais c'est vrai que quand on ouvre tous ces chantiers en parallèle, ça veut dire des ressources et ça peut être très ambitieux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui s'applique à tous. Je pense qu'il faut être toujours relativement pragmatique et surtout bien identifier ce qui est nécessaire de faire bouger. Et l'adoption d'une stratégie nationale donne un cadre conceptuel large qui permet justement d'assurer cette cohérence entre les différentes réformes. Merci. Très bien, je pense que c'est essentiel, hein, ce point. Ça peut être reformulé comme recommandation dans des parties qui concernent les indicateurs qui ont été orientés par l'UNESCO, suivant la méthodologie DOANS que nous utilisons. Ça peut être reformulé comme recommandation, surtout la question du code du numérique. Merci. Mais la recommandation, c'est différent. C'est quoi la recommandation? Qu'est-ce que tu as fait? Non, il n'a pas compris la même chose. Tu n'as pas compris la même chose que nous. En fait, ici, l'idée, c'est de dire que qu'on ait le code ou pas, l'essentiel, c'est que le cadre existe. Donc, le cadre existe, même si on ne l'appelle pas code numérique, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il a précisé surtout ça qu'il faut privilégier le côté pragmatique des choses? Oui, c'est ça. Donc, chercher à régler le problème directement plutôt que de chercher à faire un code qui s'avère un process assez lourd et plus long. Donc, il faut plutôt privilégier le côté pragmatique, et moi je suis d'accord avec dans la mesure où ça va vite dans le numérique. Oui. Et donc, on est obligé d'être très agile, aussi bien dans l'adoption des technologies que dans tout ce qui est législation. On est obligé d'être agile. Alors que si on s'enferme dans un code, ça va être difficile après de pouvoir changer. Autant c'est difficile d'aboutir à une loi consensuelle, autant c'est difficile de changer la loi une fois qu'elle est adoptée. Donc, c'est mieux d'y aller avec, en conservant la flexibilité que n'offre pas forcément un code. On ne change pas un code de tous les 2 ans. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas négliger non plus le travail qu'il y a après. Le cadre comme ça fait une quinzaine, une vingtaine de textes à aligner. Donc, c'est un projet qui a une longue queue, en fait. Et le temps qu'il y a entre le moment où on change le cadre et le moment où finalement les textes sont mis en œuvre, les grands enjeux plutôt dans tout ce qui est le droit des téléphones, c'est plutôt la mise en œuvre. Je pense que les dispositions générales, tout le monde est d'accord, il y a une tendance. Et là où il y a généralement des pires. Et la mise en œuvre. Parfois, il y a des grands principes sur le financement. Par exemple, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre des applications. Après, mettre à jour les licences des opérateurs. Ça prend vraiment du temps. Parfois, on se focalise beaucoup sur la réforme du cadre, mais il ne faut pas faire de. Et donc, par rapport au cadre existant,
qu'est-ce qui, selon vous, qui serait prioritairement changé? J'ai vu, il y a beaucoup de lois qui datent de 2013. Là, je pense qu'un exemple plutôt que solitaire, Merci. À ces questions-là. Exactement. Les assises ont eu lieu quand? D'accord. 2021. Ah, mais j'étais là pourtant. Attends, bon. Je réagis. 2022. Ok. 2021. En janvier 2021. C'est ça, D'accord. ça passe vite. Oui, ça passe très vite. Mais on s'écarte peut-être un petit peu des indicateurs, mais en effet, je pense que on doit voir qu'il y a plusieurs générations un texte général, plusieurs efforts de place. On comprend comment cet effort peut. Et je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui se retrouvent dans des recommandations aussi de chambre de commerce. Au-delà des textes, on a vraiment balayé large. Je pense que si vous avez les conclusions de ces exercices, si vous avez les rapports des différentes commissions, vous aurez une bonne lecture de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Parce que votre sujet, là, il porte sur l'environnement du secteur pour pouvoir comprendre et apprécier les indicateurs. Parce que si vous n'avez pas la complétude de cet environnement, ce sera difficile pour vous. Or, les assises, justement, ont vraiment poussé large. Et vraiment, en lisant tout ça, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du capital humain. On a parlé du dispositif institutionnel. On a parlé de la confiance numérique. On a parlé du cadre juridique et réglementaire. On a également parlé des infrastructures et tout. Donc, vraiment, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées. Et si vous lisez ça, je pense que ça va vous permettre déjà d'avoir une bonne compréhension du secteur, de la manière dont il a évolué, et puis de où on en est aujourd'hui, quelles sont les questions que nous nous posons, quelles sont nos préoccupations, quels sont les challenges, c'est-à-dire les défis que nous rencontrons au quotidien, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous espérons pour notre économie numérique. Et pour moi, oui, les indicateurs, c'est bien, mais c'est surtout pour pouvoir nous aider à nous repositionner, nous aider comment on dit ça, élaborer des synergies entre les différentes parties prenantes et nous amener à arriver à un certain stade d'évolution souhaité par tous. Sinon, bon, des indicateurs, c'est pas, ça ne nous intéresse pas. C'est juste pour voir comment on se positionne par rapport à d'autres pays et tout. C'est bien beau, mais je pense que c'est surtout pour nous permettre d'apprécier l'effort qu'il y a à faire pour atteindre un certain niveau optimum, n'est-ce pas? Oui, c'est bien sûr. Voilà. Donc, on est sur la même longueur d'onde et pour ces assises-là, vraiment, c'était une remise en cause, c'était une introspection. C'était intéressant dans la mesure où ça a été très, très inclusif. On avait toutes les parties prenantes qui étaient là, de l'écosystème qui était là. On n'était pas que telcocentrique ou service numérique centrique, c'était pas ça. C'était vraiment ouvert. On a eu tout le monde qui a été invité. La société civile a été invitée aussi. Hein. Ah oui, il y a eu des ONG qui ont participé à la réflexion. Et donc, c'est bien de pouvoir consulter ces points-là et puis s'en être. Ça vous aidera. Parce que nous, on peut en parler, mais il faut les preuves. Oui, mais je pense que la question qui se pose aussi à travers autour de l'utilité de l'étude, faire une photo instantanée de la situation. C'est un gros travail. Mais vraisemblablement, en tant qu'outil à la décision, les deux dimensions qui sont généralement les plus petites, c'est la dimension et après de pouvoir le comparer avec le pays, puisqu'en fait, c'est une question de réforme, de pouvoir encadrer certains, de justement voir peut-être que l'évolution ne s'est pas faite aussi rapidement sur certaines dimensions qu'elle aurait pu être espérée, si on part avec les pays.
des réformes ou des luttes qui ont permis d'accélérer la question. Je ne sais pas si ça se fait une question sur la méthodologie. Est-ce qu'on fait juste une photo instantanée ou est-ce qu'on regarde finalement une évolution sur ce qu'on peut l'impression de cinéma, comment on regarde en arrière parce que simplement, là, l'habitude, elle commence à avoir de la valeur, au moins d'un point de vue pilotage. En fait, non, l'étude n'est pas uniquement une photographie. En gros, c'est un outil qui nous permet de réfléchir ensemble sur la situation. Et comme je disais, de voir ce qu'on a fait jusque-là, où est-ce qu'on en est, où on va et comment on fait pour y aller, pourquoi on n'y est pas allé depuis ce temps-là. Donc, c'est un peu ça, et les questions sont nombreuses, mais il y a aussi la façon dont on traite les questions. Généralement, quand on vous pose la question sur le taux de pénétration de l'Internet en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous contenter de dire que le taux de pénétration de l'Internet est de 50%, 60%, 80%. Mais l'autre manière, c'est de dire que le taux, effectivement, est de 80%, mais il y a eu une baisse où il y a eu une évolution de ces dernières années et que sur ces 80%, il n'y a que tant de femmes qui... Donc, on peut développer davantage, on peut mener toute une réflexion à partir d'une seule question qui a été posée. Et je pense que c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Mais en fait, moi, je suis très satisfait par vos réactions parce que ce que j'attendais aussi, c'est ça, d'avoir des pistes, d'avoir des sources. Et là, je viens de noter qu'il y a un rapport des assises du numérique que je ne connaissais pas, que je vais m'empresser à aller chercher. Bien entendu, on va avoir des entretiens on a des points focaux un petit peu partout. On a des collègues, on nous a désigné des contacts au ministère du numérique, à l'ANSUT, à l'ARTCI, vous aussi vous avez partie. Voilà. Donc maintenant, le travail qu'on va faire maintenant pour pouvoir mieux cerner, c'est d'aller rencontrer ces différents points focaux pour discuter, avoir tous ces éléments-là. Et une fois qu'on aura tous ces éléments qui seront nombreux, il va falloir vraiment qu'on s'en emprunte et puis qu'on travaille là-dessus. Je crois que c'est un peu de travail. Sans compter qu'en dehors de tout ce qui est ministériel, il y a aussi les associations qui existent. Y a-t-il d'autres réactions? Je vois Abraham, M. Djepou. Oui, bonjour, professeur, merci pour la parole. C'était pour rebondir sur ce que disait Gertrude tout à l'heure, que je salue au passage. Je crois que les collègues les points focaux que vous avez au ministère pourront partager les résultats, les documents des assises du numérique, tous les documents, toutes les commissions et puis les recommandations qui ont été faites au cours de cet événement-là. Donc, les personnes du ministère vous partageront ce document-là. Okay, merci. 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 Il y en a qui n'ont pas pris la parole jusque-là. Je pourrais peut-être réagir, dire juste peut-être ce que vous pensez. Oui. Je suis bien beaucoup. Je fais partie, comme on le dit, de l'environnement du digital à Paris. Actuellement, il y a l'iPhone je pense, parce qu'il y a plusieurs études, des rendez-vous sur ce volet-là. Est-ce que vous avez pris en compte déjà les études qui ont été menées par la Fondation de Côte d'Ivoire avec tous ces acteurs-là sur l'iPhone? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que
qui serait à quel rang de rien. On va discuter. Pour mieux vous orienter sur ce volet-là, parce que aussi à ce niveau, avec tout ce qui est barrière par rapport à la législation, actuellement, on ne sait même pas encore comment définir le mot start-up parce que. Ça a été adopté. D'accord, ok. Ça a été adopté. D'accord. Dans nos recommandations, malgré nos discussions. Ça à l'Assemblée nationale et tout ça. Oui, tout ça fait ça. Ça a été en même temps que stratégie CIV numérique, en même temps que la loi sur la cybersécurité et tout. D'accord, mais là, il faut mettre en janvier. C'était en janvier. Voilà, c'est pour ça que janvier était resté dans ma tête. Donc, en janvier de cette année, il y a plusieurs textes qui ont été adoptés sur le numérique. Là, il faut communiquer encore plus sur. Cyriac va me donner toutes ces informations. En plus, le mois prochain, on va se retrouver quelque part en Afrique centrale. Donc, on aura le temps de discuter. À ce qu'ils ajoutent aussi, je veux ajouter que la Côte d'Ivoire ratifie par rapport à l'accès à l'information, tout ce qui était open data. Oui. Comme que nous qui sommes société civile, puisque je suis le point focal de la Confédération africaine des données ouvertes (AFDO), basée à Dakar et à Ghana. Il se trouve que lorsqu'on a lancé ça, c'était à cause de la Côte d'Ivoire puisque une fois qu'on a été à l'OGP, le portail n'a plus sa fonctionnalité standard d'aujourd'hui. Donc, je pense que dans notre plaidoyer ou bien dans notre étude que nous faisons, c'est de voir comment on peut réactiver ce portail national-là. Je dois partager certaines là-dessus par rapport à l'ouverture. Pourquoi on dit ouverture? Parce que même dans notre combat, quand on demande des documents aux différents ministères, puisque les documents sont ouverts, mais ils ne veulent pas ça dans un format ouvert. Donc, vous donnez une photo d'un PDF disant que c'est disponible dans des livres. On ne peut pas extraire les données, on ne peut pas les donner, tout ça. Je pense que dans notre document, je pense que quand on va avoir tous les indicateurs, en fonction de la spécialité, de la sécurité, du comité de digital, chacun pourra donner les informations qu'il a à date par rapport à ces indicateurs. Je pense que ce serait bien qu'on ait. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 réunions, mais on va en multiplier. Ce serait bien d'avoir, par exemple, même une réunion sur les questions juridiques, ça ne suffit pas. On ne peut pas mobiliser tout le monde tout le temps, mais si on peut avoir une réunion consacrée sur les questions juridiques, une réunion consacrée sur les questions d'accessibilité, une réunion consacrée sur les questions d'ouverture, une réunion consacrée sur les questions transverses, ce serait déjà intéressant. Comme ça, au moins, à la fin, il n'y aura plus beaucoup de discussions parce que l'expérience que je commence à comprendre, c'est qu'il faut que le Conseil voit les documents au fur et à mesure que ça avance. Parce que si le document est déjà bouclé et que vous venez avec, ça, généralement, vous allez passer des journées de discussion pour tout refaire et ça ne sert absolument à rien et ça n'avance personne. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Et je pense qu'on... Oui. Oui. C'est de partager si je crois que toi, tout le monde me semble. Oui, bien sûr. Et en fonction des éléments de réponse qu'on a, on peut déjà ceux qui au moins vont se préparer pour une phase d'échange sur les différentes questions. Oui, c'est une très bonne. Je vais vous partager le guide qui a été élaboré par l'UNESCO. Et dans ce guide, il y a toutes les questions. Comme ça, vous comprendrez aussi bien l'esprit
les questions. Si chacun peut contribuer simplement sur 2 ou 3 questions, c'est peut-être pas mal. Alors, je pense qu'il n'y a plus d'autres réactions en ligne. Et comme je n'aime pas trop faire durer les réunions, il me reste plus qu'à vous remercier, à moins qu'il y ait d'autres. Ah oui, j'avais donné la parole à tout le monde, j'ai laissé parler une seule personne et puis j'ai censuré les autres. On va attendre un petit peu que tout le monde s'exprime et puis on pourra clore la réunion après. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer, la parole c'est. Oui, je prends la parole rapidement. Je pense que l'essentiel a été dit avec les différentes questions des participants, également sur la méthodologie de travail. Je pense qu'on a cerné un peu là où vous voulez aller et la manière dont vous voulez procéder. Je pense que maintenant, pour les prochaines étapes, les next steps, il faudra certainement nous faire un point, un compte rendu déjà de la session, les grandes lignes à retenir et puis savoir quelles sont les prochaines étapes. Donc, pour cela, vous aurez besoin de nos emails et, particulièrement et puis de faire un point pour les prochaines étapes que vous souhaitez avoir avec nous. Alors, pour ceux qui sont en ligne, effectivement, je n'ai pas tous vos coordonnées. Je vais partager mon email pour que vous puissiez me faire parvenir vos coordonnées de façon qu'on puisse échanger les informations plus facilement. Je partage mes coordonnées aussi. D'accord. Donc, il y a un compte rendu qui sera effectivement fait, il sera assez succinct. Et oui. Ah oui. Et une prochaine réunion sera fixée. Donc, vous avez mes coordonnées, alain.bordeaux.montaigne.fr. Il y a même mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter, à me faire parvenir des documents, des suggestions. Même si la réunion d'aujourd'hui se termine, mais on continue à réfléchir, à échanger là-dessus. Y a-t-il d'autres suggestions avant qu'on puisse clore la réunion? Bon, merci à tous pour votre participation, pour votre implication. Ça a été très, très instructif et j'espère que on va pouvoir bien exploiter les différentes questions. Donc, je ne peux pas vous dire quelle sera la date de la prochaine réunion. On va prendre le temps de digérer toutes les informations qu'on a absorbées. Et puis, voilà, on se retrouvera plus tard. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Merci beaucoup. Merci. D'accord. À très bientôt. À très bientôt. Merci à tous et à bientôt. Merci. Space.
Pardon? Oui,